À la nouvelle du départ d'Arnoux, une joie l'avait saisi. Il pouvait se présenter là-bas tout à son aise, sans crainte d'être interrompu dans ses visites. La conviction d'une sécurité absolue lui donnerait du courage. Enfin, il ne serait pas éloigné, il ne serait pas séparé d'elle. Quelque chose de plus fort qu'une chaîne de fer l'attachait à Paris, une voix intérieure lui criait de rester. Des obstacles s'y opposaient. Il les franchit en écrivant à sa mère. Il confessait d'abord son échec, occasionné par des changements faits dans le programme, un hasard, une injustice. D'ailleurs, tous les grands avocats, il citait leur nom, avaient été refusés à leurs examens. Mais il comptait se présenter de nouveau au mois de novembre. Or, n'ayant pas de temps à perdre, il n'irait point à la maison cette année, et il demandait, outre l'argent d'un trimestre, 250 francs pour des répétitions de droit fort utiles, le tout enguirlandé de regrets, condoléances, chatteries et protestations d'amour filial. Madame Moreau, qui l'attendait le lendemain, fut chagrinée doublement. Elle cacha la mésaventure de son fils et lui répondit de venir tout de même. Frédéric ne céda pas. Une brouille s'ensuivit. À la fin de la semaine, néanmoins, il reçut l'argent du trimestre avec la somme destinée aux répétitions et qui servit à payer un pantalon gris perle, un chapeau de feutre blanc et une badine à pommes d'or. Quand tout cela fut en sa possession, c'est peut-être une idée de coiffeur que j'ai eue, songea-t-il, et une grande hésitation le prit. Pour savoir s'il irait chez Madame Arnoux, il jeta par 3 fois des pièces en l'air. Toutes les fois, le présage fut heureux, donc la fatalité l'ordonnait. Il se fit conduire en fiacre rue de Choiseul. Il monta vivement l'escalier, tira le cordon de la sonnette. Elle ne sonna pas. Il se sentait près de défaillir. Puis, il ébranla d'un coup furieux le lourd gland de soie rouge, un carillon retentit, s'apaisa par degrés, et l'on n'entendait plus rien. Frédéric eut peur. Il colla son oreille contre la porte, pas un souffle. Il mit son œil au trou de la serrure, et il n'apercevait dans l'antichambre que 2 pointes de roseau sur la muraille, parmi les fleurs du papier. Enfin, il tournait les talons quand il se ravisa. Cette fois, il donna un petit coup léger, la porte s'ouvrit, et, sur le seuil, les cheveux ébouriffés, la face cramoisie et l'air maussade, Arnoux lui-même parut. Tiens, qui diable vous amène? Entrez. Il l'introduisit non dans le boudoir ou dans sa chambre, mais dans la salle à manger où l'on voyait sur la table une bouteille de vin de champagne avec 2 verres, et d'un ton brusque. Vous avez quelque chose à me demander, cher ami? Non, rien, rien, balbutia le jeune homme, cherchant un prétexte à sa visite. Enfin, il dit qu'il était venu savoir de ses nouvelles, car il le croyait en Allemagne, sur le rapport du sonnet. Nullement, reprit Arnoux. Quelle linotte que ce garçon-là, pour entendre tout de travers. Afin de dissimuler son trouble, Frédéric marchait de droite et de gauche dans la salle. En heurtant le pied d'une chaise, il fit tomber une ombrelle posée dessus. Le manche d'ivoire se brisa. Mon Dieu, s'écria-t-il, comme je suis chagrin d'avoir brisé l'ombrelle de Madame Arnoux. À ce mot, le marchand releva la tête et eut un singulier sourire. Frédéric, prenant l'occasion qui s'offrait de parler d'elle, ajouta timidement « Est-ce que je ne pourrais pas la voir ?» Elle était dans son pays, près de sa mère malade. Il n'osa faire de questions sur la durée de cette absence. Il demanda seulement quel était le pays de Madame Arnoux. « Chartres, cela vous étonne ?»« Moi, non, pourquoi, pas le bon du monde. » Ils ne trouvèrent ensuite absolument rien à se dire. Arnoux, qui s'était fait une cigarette, tournait autour de la table en soufflant. Frédéric, debout contre le poêle, contemplait les murs, l'étagère, le parquet. Et des images charmantes défilaient dans sa mémoire, devant ses yeux, plutôt. Enfin, il se retira. Un morceau de journal, roulé en boule, traînait par terre dans l'antichambre. Arnoux le prit, et, se haussant sur la pointe des pieds, il l'enfonça dans la sonnette, pour continuer, dit-il, sa sieste interrompue.
Puis, en lui donnant une poignée de main, « Avertissez le concierge, s'il vous plaît, que je n'y suis pas !» Et il referma la porte sur son dos, violemment.